Toutes les guerres ont une première bataille. Tous les camps doivent subir des trahisons. Cet événement s'est produit au 31e millénaire sur la planète Itzvan III. Située dans la partie nord de l'Ultima Segmentum, Itzvan est rapidement conquise par la Ravengard lors de la Grande Croisade qui parvient à pacifier la population locale en mettant en pratique leur spécialité, à savoir les frappes chirurgicales en commençant par détruire les infrastructures militaires et gouvernementales. Intimidés par une telle démonstration de force, les Istvaniens n'ont pas d'autre choix que d'accepter la vérité impériale et les quelques récalcitrants retournent vite dans le rang une fois l'Adeptus Astartes déployé. Cependant, il faut noter que le motif de résistance des habitants était caractérisé par une croyance en des dieux, une véritable hérésie au sein de l'Imperium. Une fois le monde placé sous le giron de l'Empire, un ancien membre de l'armée, le Major Vardus Pral, est nommé gouverneur et se voit chargé de veiller à la bonne transition des mœurs des locaux pour adopter la nouvelle culture impériale. Malheureusement, étant donné l'éloignement de la planète, il était particulièrement difficile d'y faire parvenir des informations ou du matériel. Les seules nouvelles parvenant de ce monde expliquant que celui-ci serait en proie à un désordre civil croissant. En effet, sur place, l'une des sectes les plus tenaces, les chanteuses de guerre, s'oppose au régime impérial. Et malgré la réaction du gouverneur qui avait pris la décision de détruire leur temple, nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ce nouveau conflit. L'Imperium reçoit finalement un dernier communiqué officiel, 6 ans après ces événements, lorsqu'un croiseur de la Death Guard passe à proximité et constate qu'une rébellion religieuse s'est levée pour renverser le gouvernement impérial. Cette nouvelle ne peut rester sans réponse. Il est inconcevable que l'Empire puisse souffrir d'une révolte. Celle-ci doit donc être matée le plus tôt possible sous ordre de l'empereur lui-même qui exige qu'un châtiment rapide et précis soit infligé. Son maître de guerre, le primarque Horus, se voit donc confier cette tâche. Cependant, ce que l'empereur ignorait alors était que son fils avait depuis quelques semaines prêté allégeance au dieu du chaos et était particulièrement déterminé à renverser le trône de son paternel. Dans le cadre de cette opération, Horus comprend qu'il pourrait bien atteindre plusieurs objectifs. Il pense ainsi être en mesure de s'assurer de la fidélité de certains de ses frères primarques ainsi que de leur légion, mais également de purger ses troupes des éléments qui pourraient s'avérer déloyaux envers sa cause. Il convoque donc 3 autres légions en plus de la sienne et rassemble la Death Guard de Mortarion, les World Eaters d'Angron et les Emperor's Children de Fulgrim. Horus espère ainsi convaincre ses frères de le suivre dans sa propre croisade, tandis que, dans le même temps, il ordonne à d'autres, dont il est persuadé qu'ils demeureront fidèles à leur père, de se rendre sur des théâtres d'opérations particulièrement dangereux. Lionel Johnson, primarque des Dark Angels, Sanguinius, seigneur des Blood Angels, et Gulliman, meneur des Ultramarines, sont déployés dans les systèmes Cygnus et Veridian. Au-dessus d'Istvan, Horus planifie son attaque. Il choisit arbitrairement les compagnies à envoyer en première ligne après avoir tenu un conseil avec ses frères où ceux-ci lui avaient fait part des éléments dissidents se trouvant au sein de leur groupe. Cela fait, l'invasion pour la reconquête d'Istvan allait pouvoir commencer. 4 cibles sont rapidement identifiées. Les Emperor's Children attaqueraient le siège du gouvernement, les World Eaters viseraient la place principale, le mur de fortification devrait être pris d'assaut par la Death Guard, et la cible la plus difficile, quant à elle, reviendrait aux Sons of Horus, menés principalement par Garviel Loken et Tariq Torgadon. Comme attendu, et malgré le déferlement de puissance déployé par l'Empire, la résistance locale est au rendez-vous. Cependant, les Space Marines se rendent vite compte qu'ils ont affaire à une population qui semble être tombée sous l'emprise d'un quelconque maléfice qui les rend complètement fous. La Death Guard fut la première légion à s'y confronter en écrasant tous ses adversaires sur son passage. Le sort de ces derniers est d'ailleurs scellé lorsque les titans de la Legio Mortis sont également déployés au milieu de ce No Man's Land, afin d'ouvrir une brèche dans les défenses ennemies. Du côté du palais du Maître de Cœur et des World Eaters, la confrontation se transforme vite en un véritable massacre, conformément à la méthode de prédilection de cette légion. On dit même que les rues de la cité étaient noyées dans le sang des révoltés. Du côté des Sons of Horus, ceux-ci sont éparpillés à leur arrivée, mais parviennent à se regrouper pour prendre d'assaut le fort Sirène. Ils découvrent alors leur ennemi le plus redoutable, les chanteuses de guerre.
Des sorcières psychers en mesure de manipuler le son, les rendant capables de broyer l'armure d'un Space Marine d'un simple cri. Au même moment, un autre hurlement se fait entendre. Un cri surnaturel qui plonge toute la population dans une hystérie collective qui les pousse tous, militaires comme civils, à se jeter sur leurs assaillants. Ce sont ainsi des vagues de milliers d'humains qui s'abattent notamment sur les forces des World Eaters, qui les attendent de pied ferme, épée tronçonneuse à la main. Finalement, la bataille ne prend fin que lorsque le capitaine Lucius des Emperor's Children parvient à trancher la tête du traître Pral, qui incarnait désormais le rôle de leader de cette révolte. Celui-ci éliminé, le calme revient peu à peu dans la cité antique. Un ultime silence avant l'arrivée de la tempête. Sitôt la victoire glanée, les communications avec la flotte furent rompues. Les titans de la Legio Mortis commencent délicatement à se retirer vers une zone dégagée. Plus loin en orbite, le Vengeful Spirit et le reste de la flotte s'apprêtent à faire se déverser un torrent de flammes sur la surface. Le piège tendu par le maître de guerre allait enfin pouvoir se refermer. Les éléments séditieux des diverses légions étaient à sa merci. Celui-ci ordonne donc un bombardement intensif sur la cité, alors que ceux-ci s'y trouvent encore et qu'ils n'ont aucun moyen de se préparer ni même de se douter d'une telle trahison. Mais c'était sans compter sur l'héroïsme d'un Astartes toujours fidèle à l'empereur et à ses frères, Saul Tarvitz, premier capitaine des Emperor's Children, qui comprend à temps ce qu'il est sur le point de se produire. Ce dernier parvient à embarquer à bord d'un chasseur pour aller avertir les hommes à la surface. Et par là même, grâce à son amitié avec un frère de la Death Guard, le capitaine Nathaniel Garou, Tarvitz l'implore d'aller avertir Terra de la trahison qui est en cours. À la surface, Tarvitz parvient à prévenir une part importante des survivants pour qu'ils se mettent à l'abri aussi vite que possible. Une fois le cataclysme retombé, les soldats loyalistes avaient encore du mal à croire à une telle trahison, qu'ils avaient pu être jetés en pâture par leur propre primarque, auquel ils étaient pourtant prêts à donner leur vie. Pour autant, la survie de ces troupes perturbe grandement les plans du maître de guerre qui envisage pendant un temps d'orchestrer un second bombardement. Cependant, il est pris de court par son frère Angron qui débarque avec ses troupes à l'ouest du palais pour aller supprimer de ses propres mains les lâches qui avaient refusé de mourir sous le bombardement. Le combat allait pouvoir reprendre. Poussés comme jamais ils ne l'avaient été par la rage d'avoir été trahis par leurs propres frères, les World Eaters survivants, menés par le capitaine Erlen, forment une ligne de 2000 Astartes, prêts à prendre leur revanche sur leurs frères d'armes, pourtant bien supérieurs en nombre. Mais leur haine est telle que rien n'est en mesure de les stopper dans leur frénésie. Seul comptait désormais le fait d'en emmener le plus possible dans la mort. En quelques secondes, ce sont plusieurs centaines d'Astartes qui tombent au champ d'honneur. Erlen compris, après avoir été la cible d'une douzaine de ceux qu'il appelait jadis ses frères. Dès lors, il nous est possible d'avoir une image de ce qui attendrait la galaxie dans les prochaines années, à savoir celle d'un conflit sans fin ni vainqueur, où des anciens frères s'engageraient dans un combat éternel qui n'aurait qu'une seule conséquence, l'affaiblissement général de l'humanité. Mais en attendant, le carnage et le massacre règnent sur Istvan, où Angron déchiquette des corps qu'il envoie valser sur ses adversaires encore en vie. Inévitablement et étant donné leur surnombre, les forces du Primarque remportent cette première escarmouche. Le véritable bain de sang allait pouvoir commencer. Cependant, les traîtres n'auraient jamais pu croire que les loyalistes leur résisteraient aussi longtemps. Le maître de guerre lui-même, après avoir soigneusement étudié toutes les options qui se présentaient à lui, avait reconnu qu'il n'avait pas d'autre choix que d'engager toutes ses forces dans la bataille. C'est ainsi qu'un nouveau siège de la cité chorale se met en place, où des Astartes vont devoir affronter leurs propres frères de légion. Les Emperor's Children d'Eidolon se positionnent au sud de la cité, avec pour objectif de s'emparer du palais du maître de cœur, actuellement occupé par leurs confrères loyalistes, menés d'une main de fer par le capitaine Saul Tarvitz. Les World Eaters d'Angron les suivraient dans leur assaut, tandis que le reste de la Death Guard et des Sons of Horus effectueraient des opérations de reconnaissance, notamment au nord-ouest, à la recherche de survivants à exécuter ou de souches de résistance dispersées à éliminer. Cependant, cette opération que le maître de guerre imaginait comme une formalité se révèle bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les défenses des loyalistes étant particulièrement bien orchestrées par Tarvitz, qui parvient à repousser chacune de leurs offensives. Mais leur défense héroïque ne leur permettrait pas de tenir éternellement. Leur espoir était simplement de gagner du temps pour que Terra soit informée du complot qui se tramait dans les secteurs les plus éloignés.
Horus lui-même savait qu'au bout du compte, la victoire lui reviendrait. C'est notamment pour cette raison qu'il fait en sorte que chacune des divisions sous son commandement soit déployée l'une après l'autre afin que chacun de ces hommes soit bien conscient de ce à quoi ressemble cette nouvelle guerre à mener contre leurs propres frères. Peu à peu, la bataille se transforme vite en une guerre d'usure où le vainqueur serait celui qui craquerait en dernier. Et tel le maître de guerre qui avait succombé aux attraits du chaos, notamment à cause de sa jalousie et de son ambition, c'est ce sentiment qui va finir de faire basculer complètement la bataille et sceller le sort des derniers loyalistes retranchés. En effet, après un assaut frontal mais encore désastreux mené par les Emperor Children, le capitaine Lucius, membre des loyalistes, sent monter en lui la colère de ne pas être perçu à sa juste valeur. Tout le mérite de leur résistance étant placé sur les épaules de son frère capitaine Saul Tarwitz. Lucius ne pouvait l'accepter. Il avait à lui seul mis à terre des centaines de ses adversaires. Il était considéré comme le meilleur épéiste, même en dehors de sa légion. La gloire et l'honneur de la victoire devaient lui revenir. Alors, dès que l'occasion lui est permise, il prend contact avec le seigneur Eidolon et lui promet de lui ouvrir une brèche dans leur défense, à condition de pouvoir regagner sa place au sein de la Légion, offre que le seigneur commandeur ne peut pas lui refuser. Alors, lorsque l'assaut est lancé, les défenses tombent en quelques instants, à la grande surprise des loyalistes qui ne pensaient pas une fois encore pouvoir être trahis par l'un des leurs. Et pourtant, c'était arrivé. Lucius ressort heureusement pour lui de peu à sa confrontation avec Tarwitz, mais à partir de là, le sort des défenseurs de Terra et de l'Empereur est scellé. Sans compter qu'ailleurs, les 4 capitaines des Sons of Horus, anciennement membres et frères du Mournival, s'affrontent dans un combat à mort qui voit tomber au champ d'honneur le loyaliste Torgadon, décapité par Aximandre. Un geste qui perturbera grandement le soldat, tandis que Loken, de son côté, est porté disparu après son affrontement avec Abaddon. Désormais retranchés dans leur ultime forteresse, les survivants savent que leurs heures sont comptées. Lorsque les titans de la Legio Mortis s'approchent et activent leurs armes, aucun homme ne s'abrite. Ils ont accompli leur devoir. Ils ont défendu leur position autant de temps qu'ils le pouvaient, si ce n'est pas plus. Désormais, ils n'avaient plus qu'à accepter leur destin et espérer que quelque part, au plus profond de la Voie lactée, l'empereur avait été mis au courant de la trahison de son fils. J'espère que cette nouvelle vidéo concernant l'univers de Warhammer 40 000 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Encore une fois, s'il y a quelques problèmes de prononciation, notamment au niveau des noms propres, je m'en excuse et je vous invite à me corriger dans les commentaires. Si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao.